Liliane Arrieta, directrice pays au Salvador. Lily, vous êtes née au Salvador, vous êtes avocate et vous représentez une 5e génération d'avocats dans votre famille. Mais si j'ai bien compris, c'était pas nécessairement ça que vous vouliez faire à la base. Oui, effectivement, je viens d'une famille où tous les hommes, surtout mes aïeuls, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, mon grand-père et mon père sont avocats. D'ailleurs, ils ont occupé des postes, par exemple, dans la magistrature, à la Cour suprême de justice. Et donc, on s'attendait, oui, quelque part, que les enfants, nous continuions cette tradition-là. Mon frère, qui est l'aîné de la famille, n'a pas suivi cette tradition-là. Moi, au départ, je voulais faire sciences politiques. Je voulais étudier sciences politiques à Paris. J'ai commencé d'ailleurs. Et ma sœur, la cadette de la famille, si elle, tout de suite, après avoir fini l'école, elle a fait un baccalauréat en droit au Salvador. Mais bon, à un moment donné, mon parcours n'est pas, disons, tout à fait traditionnel, parce que je me suis mariée très jeune, à 22 ans, et j'ai tout de suite formé une famille, j'ai eu des enfants, j'étais très bien là-dedans, et j'ai fait 2 travaux différents avant d'être avocate. J'ai fait un stage au lycée français à Saint-Salvador, et j'ai aussi travaillé comme agente consulaire à l'ambassade d'Italie au Salvador. Et c'est là qu'en travaillant au consulat, j'ai découvert que j'avais du goût pour le droit. Parce qu'il fallait que je vérifie les dossiers, par exemple, des personnes qui venaient demander la citoyenneté italienne. Alors, il fallait analyser les données de chaque personne pour voir s'ils avaient le droit ou pas. Enfin, on faisait différentes fonctions, mais... Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, il faut que je retourne à la fac, il faut que j'ai une carrière, j'ai envie d'étudier. Et disons, c'était un moment dans la vie de la famille aussi où c'était possible. J'avais déjà 2 enfants quand je suis allée à la fac. Et là, j'ai décidé que j'allais étudier droit, un baccalauréat en droit, parce que ce travail à l'ambassade d'Italie m'avait donné le goût pour ça, et ça se ressemblait le plus. Enfin, moi, c'était les humanités, les sciences sociales, toujours. Donc, il n'était pas question d'étudier médecine ou ingénieur, donc c'était pas par là. Et donc voilà, j'ai fait une fac de droit, un baccalauréat. Au Salvador, c'est 5 ans. 5 ans complets. Et après, on passe une période pour faire différents types d'évaluations pour avoir la licence. Une licence en droit. Après, on doit être autorisé par la Cour suprême de justice. Il n'y a pas de barreau au Salvador. Il n'y a pas de collégiature obligatoire pour les avocats. Ce qui fait que c'est la Cour suprême de justice qui, après une certaine procédure, autorise les personnes pour exercer le droit, pour plaider devant les tribunaux. Et au Salvador, pour être notaire aussi, il faut être avocat ou avocate. Donc moi, après avoir fini mon baccalauréat en droit, j'ai fait aussi l'examen, j'ai passé l'examen pour être notaire. Donc je suis aussi notaire public. J'ai notamment exercé cette fonction en mariant des gens. Au Salvador, les notaires publics, on a le droit de marier. Donc j'ai marié des amis. Je ne le fais pas très souvent car je n'ai pas le temps, parce que c'est très délicat, les papiers qu'il faut remplir et tout ça, c'est très délicat, donc voilà. Et après être revenue, disons un peu, avoir repris le temps pour passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, etc. Parce qu'entre 4e et 5e année de droit, j'ai eu un 3e enfant. Donc voilà, j'ai commencé avec 2, j'ai fini avec 3. Après, j'ai fait une maîtrise en recherche en droit. Et après, j'ai fait un doctorat. Je continue à étudier. Donc voilà, c'est à peu près 12 ans d'études. Magnifique. Et l'appel pour les droits humains. L'appel pour les droits humains, comment ça s'est manifesté? Alors ça, ma famille, c'est une famille, mon père, ma mère, qui ont été toujours très engagés. Mon père est un homme qui a toujours utilisé, disons, son travail au service des autres. Il a toujours, il vient d'une famille, disons, assez
traditionnelle au Salvador, justement, parce que son père avait été magistrat à la Cour suprême de justice, etc. Ma mère, son père était pédiatre, il avait été ambassadeur, donc ma mère avait été élevée en Europe. Mon père est d'une famille de descendance basque, mais les deux étaient j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était un peu d'avant-garde. Par exemple, mon père nous disait toujours, depuis qu'on était petite, surtout ma sœur et moi, qu'il fallait étudier, qu'il fallait s'impliquer dans la politique, qu'il fallait pas être indifférent à la douleur des autres et qu'il fallait utiliser tous nos privilèges pour servir notre pays. Parce que c'était un pays où il existait énormément d'inégalités. Donc, disons que cet appel, on l'a eu en famille tout le temps. Et la fac de droit que j'ai faite au Salvador, c'est l'université des Jésuites. C'est une université laïque, mais c'est les Jésuites qui la gèrent comme un peu à plein d'endroits dans le monde. Et la fac de droit que j'ai faite, par exemple, a plus de matières humanistes que d'autres facs de droit. Par exemple, il y a des facs de droit qui ont plus de droit du commerce, droit des affaires. Nous, on avait beaucoup de philosophie du droit, éthique, ce genre de matière. Donc aussi, pendant mes études, les profs que j'ai eus, la plupart de profs, nous poussaient à utiliser, et surtout les prêtres de la fac, d'une façon laïque, je répète, toujours à utiliser le privilège, et l'éducation c'est un privilège, et les connaissances au service des autres, et surtout des personnes les plus défavorisées en situation, disons, de vulnérabilité. Et dans un pays comme le Salvador, marqué par les dictatures militaires et les inégalités, en faveur des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité. On sent que c'est vraiment une vocation pour vous, hein? Les droits humains, on sent cette ferveur-là qui est très présente. Maintenant, vous êtes directrice pays au Salvador pour Avocats sans frontières Canada. Qu'est-ce que fait concrètement une directrice pays? Oh là là, je crois que c'est la question la plus difficile. Le titre, c'est un peu comme la gestionnaire, non? Assurer la cohérence, coordonner les équipes de travail, établir des relations, disons, à haut niveau avec les autorités locales. Mais en réalité, pour moi, c'est assurer que toute la défense des victimes que nous assumons, parce que l'ADN d'Avocats sans frontières, c'est le litige stratégique. À différence d'autres ONG, nous travaillons, c'est à travers le litige stratégique, c'est-à-dire nous prenons des cas emblématiques de personnes qui ont souffert des violations à leurs droits humains, mais ce sont des cas qui ont le potentiel pour changer la loi, pour changer les pratiques, pour évidencier, par exemple, une situation qui est plus large que celle de la victime que nous défendons. Donc, pour moi, je m'implique énormément dans les cas, je suis de très près les cabinets d'avocats et les partenaires avec lesquels nous travaillons pour m'assurer que chaque cas, chaque victime est accompagnée comme il faut. C'est-à-dire qu'elles ont la meilleure représentation légale, parce que c'est ce que nous faisons. Nous assumons la représentation légale des victimes de façon parallèle aux avocats du bureau du procureur pour donner une représentation de qualité. Et donc, mais aussi que cette personne soit, disons, accompagnée avec la sensibilité nécessaire, justement, depuis une approche victimologique. Quel est l'accompagnement psychologique dont elle a besoin, que son avocat et ses avocates demandent pas seulement une peine pour l'agresseur, mais aussi des mesures de réparation. Ça, c'est très important. Et il y a beaucoup d'avocats et d'avocates au Salvador qui ne sont pas formés dans le droit international des droits humains et qui oublient cette partie-là. Alors, notre rôle comme Avocats sans frontières et la conseillère juridique, par exemple, sur place, et moi, nous nous assurons que les avocats, les avocates, les partenaires donnent cette représentation de qualité, incluent dans leurs accusations une demande pour des réparations, pas seulement monétaires, mais par exemple aussi, un apology, je ne sais pas comment, des excuses voilà, officielles. Des excuses quand c'est l'État, ou des excuses ou aussi des réparations pour les dommages causés à cette personne. Dans les cas de féminicide, par exemple, c'est impossible de rétablir la situation
à l'état antérieur, qui est souvent ce qu'on cherche à travers les réparations, mais au moins que la famille, par exemple les enfants que laisse cette femme, aient suffisamment de quoi vivre, pour assurer leurs éducations, parce que dans nos pays, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'il y a des féminicides, comme ce sont des femmes, disons, qui élèvent toutes seules leurs enfants, ce sont les grands-mères qui restent à charge des enfants. Et les grands-mères ont déjà souvent dépassé l'âge pour travailler. Donc, elles ne sont pas en mesure d'être économiquement, disons, productives pour assumer 2, 3 enfants parfois. Donc, c'est très important que les avocats prennent ça en compte et demandent ces réparations pour que ces enfants qui ont déjà énormément souffert de la perte de leur mère ne soient pas laissés dans l'abandon. Donc voilà, pour moi, être directrice pays, oui, c'est gérer les équipes, gérer les fonds, gérer le budget, établir des relations fortes avec les partenaires, avec les autorités étatiques, parce qu'il faut qu'on travaille les deux côtés. On se réunit avec... au Salvador, il y a une procureure adjointe pour les femmes, les filles, les adolescentes et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Donc, on a des relations avec ces personnes, aussi avec les juges. Au Salvador, il y a des tribunaux spécialisés qui traitent uniquement les cas de violence fondée sur le genre contre les femmes. Et parce qu'il y a une loi spéciale, donc on se réunit aussi avec les juges, on les forme, on donne énormément de formation à travers, par exemple, les volontaires de court terme. On fait venir des experts, mais dans la plupart des cas, c'est des femmes, pour donner des formations sur des thématiques que les personnes au Salvador ne connaissent pas assez. On donne des formations aussi sur les standards internationaux en droit humain, aux juges, aux avocats du bureau du procureur, aussi aux avocates et aux avocats de la Cour suprême de justice. Nous avons travaillé aussi avec certains avocats de la chambre pénale. Donc, voilà, ma mission est un peu administrative, mais pour moi, c'est surtout vivre cet engagement et m'assurer que, dans la mesure du possible, évidemment, que les victimes que nous accompagnons aient une représentation de qualité et surtout cet accompagnement psychologique et aussi psychosocial. C'est-à-dire, parfois aussi, on les aide à retrouver un emploi, par exemple, ou à récupérer des moyens de vie. Vous nous parlez des violations de droits humains que malheureusement vivent beaucoup de personnes au Salvador, dont les femmes, dont vous parliez des cas emblématiques où les femmes vivent des violations graves. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus justement de l'accompagnement qu'on fait, mais tout d'abord, peut-être nous parler un peu du contexte au Salvador, le contexte actuel qui pourrait expliquer pourquoi il y a tant de violations de droits humains. El Salvador, je ne sais pas si c'est parce que nous avons vécu déjà plusieurs guerres et que cette génération, ce sont les enfants des gens qui ont vécu la guerre, mais c'est un pays très violent. C'est un pays où nous avons eu pendant longtemps les taux d'homicide et de féminicide les plus hauts du monde. Nous avions des taux d'homicide plus hauts que certains pays en guerre. Ça, c'est grave. Et donc, le thème de la sécurité, c'est un enjeu majeur depuis plusieurs décennies. Mais il y a aussi un taux de féminicide assez élevé. Souvent, c'est les pays les plus violents vis-à-vis des femmes dans le monde, ce sont le Mexique, le Honduras et le Salvador. On se dispute, malheureusement, c'est pas une première place que nous voudrions avoir, mais la première place avec le Mexique et avec le Honduras. C'est un contexte difficile, c'est un contexte où il y a une culture machiste, il y a une culture un peu misogyne chez certains hommes, et donc les femmes sont souvent considérées comme des êtres inférieurs. C'est dans, disons, la culture la plus traditionnelle, mais bon, ça se passe à tous les niveaux, hein. Mais dans les milieux ruraux, par exemple, c'est assez fréquent qu'il y ait des violences, disons, physiques vis-à-vis des femmes. Il y a énormément aussi d'agressions sexuelles.
Et nous avons aussi un problème d'union et de mariage de mineurs, surtout d'union, parce que le mariage de mineurs a été interdit récemment, mais il y a encore beaucoup de jeunes filles de 13-14 ans qui vivent en couple avec des hommes de 40-50 ans. Parfois, c'est la pauvreté qui fait que ces jeunes femmes aient besoin de vivre en couple pour surmonter la pauvreté. Parfois, c'est les familles. C'est pas qu'elles veulent s'en débarrasser, je ne veux pas dire ça parce que c'est trop dur, mais qui n'ont pas les moyens. Parfois, à la campagne, les gens ont 8-9 enfants et donc voilà, donc c'est un contexte assez violent aussi vis-à-vis des femmes. Mais récemment, ça s'est encore compliqué davantage parce que le gouvernement de Nayib Bukele, qui est arrivé au pouvoir en 2019, a décidé que la seule façon d'éradiquer le problème de sécurité, enfin de résoudre le problème de sécurité au pays qui était très lié à l'existence de gangs qui naissent après les accords de paix comme une espèce de phénomène social et qui peu à peu ont évolué plus vers des structures de crime organisé qui vraiment avaient énormément de pouvoir dans certains quartiers, qui soumettaient les habitants de certains quartiers à des conditions de vie inhumaines. Ils les extorsionnaient tous les jours, ils les soumettaient aussi à des conditions de vie très difficiles. Ils kidnappaient parfois les filles de certaines familles parce que le chef d'un gang voulait vivre avec ces jeunes femmes, ou il les obligeait à travailler pour les gangs. Enfin, des situations épouvantables. Et un week-end en mars de l'année dernière, il y a eu 87 morts en moins de 72 heures. Tous apparemment commis par des gangs. Et la solution de l'État, ça a été de décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une situation juridique que décide l'Assemblée législative de suspendre certains droits fondamentaux, comme le droit d'association, comme certains droits, certaines garanties judiciaires. Et ce que l'État a fait pour essayer de résoudre le problème de la violence, c'est de mettre en prison entre mars de l'année dernière et septembre de cette année plus de 70 000 personnes. Et la plupart de ces personnes ont été emprisonnées sans suivre une procédure équitable. Ce qui veut dire que sans les garanties judiciaires minimum, comme la présomption d'innocence. Alors, il y a eu des personnes qui probablement appartenaient à des gangs, mais il y a aussi des innocents qui ont été emprisonnés. Et parmi ces personnes, il y a des femmes. Et dans le cas des femmes, ce qui est dur, c'est que l'évidence nous montre que, un peu comme aussi dans les conflits armés, les femmes non seulement subissent ces violences, disons, étatiques, de voir leurs droits, disons, violés, leur droit à une procédure équitable, différents droits, mais elles subissent aussi souvent des violences sexuelles à main des acteurs étatiques, des forces de l'ordre. Et par exemple, là, ce qui est un peu compliqué en ce moment au Salvador, c'est que le président a besoin des forces armées pour se maintenir au pouvoir. En Amérique latine, c'est les présidents qui veulent se maintenir au pouvoir trouvent les moyens de s'allier aux forces armées, en les payant mieux, en leur permettant des transgressions sans être jugés, tout ça. Et récemment, on a vu une montée de cas, de jeunes femmes surtout, qui ont été violées par des militaires ou des policiers. Dans certains cas,
il y a 4 cas spécifiquement, mais il y en a un c'est un cas collectif. C'est le directeur du poste de l'armée d'un endroit au Salvador qui s'appelle El Puerto del Triunfo. Alors ce militaire, il était connu parce qu'il agressait pratiquement toutes les femmes de la localité. Après, il y a d'autres cas qui sont ponctuels. Soit 2 ou 3 militaires. Parfois, ce sont des viols collectifs. C'est affreux. Des jeunes filles de 13 ans. Il y a eu un cas, et je suis désolée, ça devient de plus en plus horrible, d'une jeune femme handicapée aussi, de 11 ans, qui a été violée par des policiers. 11 ans? Oui. Ça fait mal, hein. Et elle est restée à l'hôpital 1 semaine. Donc, ça vous dit la situation dans laquelle elle devait être, enfin, les blessures qu'elle devait avoir physiquement, sans parler des blessures psychologiques. Qu'est-ce que fait l'État face à ça? Dans certains cas, l'État assume, oui, il y a eu une violation de la part des militaires sont mis en prison et puis ils sont jugés. Parce que parfois ce sont les habitants du village qui se lèvent et qui disent c'est pas possible. Mais dans d'autres cas, ils nient et ils protègent les agresseurs. Donc c'est difficile. En ce moment, la condition des femmes regresse. C'est être femme au Salvador. Oui, c'est vrai, les gangs agressaient les femmes aussi, les gangs violaient les femmes, les gangs, et je vais le dire clairement, excusez-moi d'être aussi graphique, les coupaient en morceaux. C'était fréquent au Salvador de trouver des femmes dans des sacs plastiques. Mais là, c'est l'État. Là, c'est l'État qui en partie aussi. Il continue à avoir des féminicides qui ne sont pas reliés aux forces de l'ordre. La quantité d'homicides et de féminicides a baissé depuis qu'il y a le régime d'exception, parce que les gens ont peur. Donc, oui, il y a un peu plus de sécurité, mais moi, je trouve qu'on ne doit pas choisir entre sécurité et droits humains. Je crois que comme Avocats sans frontières, notre message, c'est toujours « Ok, faites ce que vous avez à faire pour trouver des solutions, pour rendre votre pays plus sûr, mais pas au sacrifice des droits humains. » Cependant, certaines personnes, une partie de la population au Salvador, peut-être la partie qui était le plus affectée par la violence des gangs, trouve que c'est bien. Trouve que c'est pas grave qu'il y ait des violations aux droits humains ou des innocents en prison. Il y a des détentions arbitraires. Il y a des personnes disparues de façon forcée. C'est documenté. Il y a des personnes qui sont sorties de prison parce qu'il y a quelques personnes qui ont été libérées, qui racontent les horreurs qui se passent dans les prisons. Plusieurs organisations du système onusien ont déjà été interpellées pour se prononcer, pour agir contre cela. Mais ce qui est étonnant au Salvador, c'est que malgré ça, malgré les violations aux droits humains, malgré les personnes innocentes qui ont été mises en prison, malgré les violations aux droits humains commises dans les prisons, cette politique reste très populaire parmi un secteur de la population. Là, quand on est ici en mission depuis 1 semaine, j'ai lu que le régime d'urgence, l'état d'urgence avait été prorogé parce que l'Assemblée peut l'établir seulement pendant 30 jours. Et à chaque fois, il faut le renouveler. Ça fait combien de fois qu'on le renouvelle? 20 fois. Cette semaine, c'est la 20e fois qu'ils ont renouvelé. Et ce que nous disons tous et toutes, c'est qu'en fait, le président et l'Assemblée, qui est contrôlée par le président parce qu'il a une majorité de son parti qui ont des sièges dans notre Assemblée nationale, comme nous avons des élections présidentielles au mois de février et que le président veut s'assurer qu'il y ait comme un certain contrôle, non seulement sur les personnes, mais sur les médias, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais il y a des médias qui ont dû partir. Il y a des médias dont les journalistes sont tous en exil parce qu'ils craignaient pour leur vie. Donc, c'est très probable que le régime d'exception soit maintenu jusqu'aux élections et peut-être au-delà des élections.
Et les élections, c'est pour quand? Le 6 février 2024. Vous nous parliez des violations contre les femmes, de ce que peut faire Avocats sans frontières. Pourriez-vous nous donner un exemple, un ou deux exemples de résultats que nous avons réussi à obtenir cette année grâce à notre accompagnement avec nos partenaires pour les personnes en situation de vulnérabilité? Par exemple, au Salvador, il y a un cas d'un féminicide qui est devenu emblématique parce que c'était très cruel. Et c'était une jeune femme issue d'une famille, disons, assez pauvre, qui avait un enfant avec un jeune homme d'une famille assez riche, dans la zone de Ahuachapán. Et mais lui, il avait une autre petite copine. Et enfin, il y a eu toute une dispute entre cette jeune femme et la jeune femme qui a été assassinée, cet homme. Donc, il l'a assassiné. Parfois, je ne sais pas jusqu'où je peux aller si ça va choquer les gens, mais bon, ils avaient un enfant ensemble qui avait 18 mois à l'époque et il a jeté l'enfant dans la nature. Et le gamin a failli se faire dévorer par les insectes. Et le bureau du procureur a pris ce cas. Donc, ils ont accusé ce jeune homme, mais comme il avait l'enfant a survécu. Comme le jeune homme avait assez de moyens, la grand-mère apparemment l'a aidé, a fait venir des personnes qui savaient comment faire disparaître, par exemple, le sang des sièges de la voiture, parce qu'il a tué cette jeune femme à coups de couteau dans la voiture. Et il a fait sortir le jeune le jour même, le soir même du pays. Alors, le bureau du procureur a accusé le féminicide et deux complices. Sa copine, qui leur a aidé à cacher des évidences, brûler des vêtements notamment, et un ancien médecin légiste qui aurait aidé à faire disparaître les évidences. Alors ce cas traînait énormément dans les tribunaux. Ça n'avançait pas du tout. Au Salvador, la procédure pénale a 3 étapes. Et le cas est arrivé à la 2e étape, mais la juge qu'on suppose qui était d'une façon ou d'une autre, disons, favorable à la famille de l'agresseur, parce que c'est une famille assez connue et assez riche dans la zone où ce féminicide s'est passé, a suspendu l'audience préliminaire, l'audience d'instruction en fait, 6 fois. Alors nous avons travaillé avec une partenaire qui s'appelle la Colectiva Feminista et nous soutenons, c'est la mère de cette jeune femme et son fils évidemment, mais bon, nous soutenons surtout la mère, l'enfant a désormais 5 ans. Et nous avons fait une campagne de sensibilisation, nous avons aussi demandé de participer. Le procès était mis sous réserve, justement à cause de... Surtout pour protéger l'enfant. Donc c'était bien de le mettre sous réserve. Mais à travers notre partenaire, la Colectiva Feminista, qui a assumé la défense, disons, l'accusation privée dans ce cas-là, nous avons demandé de participer chaque fois que l'audience d'instruction était reprogrammée. Et cela, disons, d'une certaine façon, a mis de la pression sur le système judiciaire, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une organisation de droits humains internationale qui s'intéressait sur le cas. Et finalement, la Cour suprême a décidé de changer la juge. L'audience d'instruction a eu lieu. J'y ai participé. Ça a duré depuis 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai dû faire dans ma vie. Parce que quand vous entendez... Là, je suis rentrée un peu dans le détail, mais je vous épargne des choses... Parce que tout le monde n'a pas besoin, tout le monde n'est pas prêt à entendre... Les horreurs. Oui. Mais c'est vrai que c'était très dur. Et de voir la maman
Il y avait la maman de la jeune femme qui a été assassinée. Et nos partenaires, la représentation du bureau, enfin les avocates du procureur, la juge. Et donc, nous avons aidé pour que ce cas puisse avancer. Donc, même si le cas n'a pas encore fini, le coupable n'a pas encore été jugé parce que il est à l'étranger, il y a une diffusion rouge, l'Interpol a été saisi. Je veux dire, c'est un cas qui est devenu un gros cas. Nous, ce que nous faisons justement, c'est aussi donner des outils techniques. La conseillère juridique, Arlette Barahona, travaille beaucoup avec cette organisation pour demander les réparations. Quoi. Ce gamin, il a 6 ans, il faut l'élever. La grand-mère, elle est déjà âgée. Il faut demander un tas de choses pour assurer la survie du petit garçon. Mais c'est un cas que nous considérons comme un cas de succès, bien que, je répète, le coupable n'a pas encore été jugé. Enfin, le soi-disant coupable, en droit, c'est se rappeler qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Mais moi, je peux vous dire, j'étais dans l'audience d'instruction et j'ai entendu toutes les preuves que le bureau du procureur a recueillies. Vous savez, maintenant, avec la technologie, des captures de... Enfin, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais bon, c'est une preuve qui est déjà publique, qui a déjà été présentée lors de les tours de téléphone cellulaire le placent à l'endroit. Lui, il s'est pris en photo, plein de sang, il a envoyé ça à sa copine. Donc, on a fait une expertise, disons, avec de son cellulaire. Enfin, il y a les personnes qui étaient présentes dans la maison de la grand-mère quand il a fait disparaître les évidences sont des collaborateurs maintenant, des témoins du bureau du procureur, parce qu'ils se sont déclarés coupables de complicité, mais pour avoir une peine mineure, justement, ils apportent des éléments, des évidences. Donc, il y a énormément d'évidences pour condamner ces personnes. Mais elle n'a pas été encore condamnée, justement, mais elle va être jugée en absence. Et donc, nous avons permis à la justice d'avancer dans ce cas. Et cela donne un certain, disons, soulagement à la famille. Mais bon, ce qu'on cherche, comme on dit, c'est que justice soit faite. Et donc, la justice n'a pas fini d'agir, mais elle a avancé. Et un autre dossier qui est moins lourd, pour qu'on puisse tous respirer un peu, c'est le dossier sur le harcèlement sexuel à l'Université nationale au Salvador. Alors ça, c'est un problème partout dans le monde. Dès qu'il y a des relations de pouvoir, dans certains pays, c'est moins grave que dans d'autres. Et puis dans certaines universités, c'est mieux contrôlé que dans d'autres. Mais à l'Université nationale au Salvador, c'est presque endémique. C'est structural. C'est la façon comme la fac fonctionne. L'Université nationale est politisée. Il y a des groupes de pouvoir. Les autorités sont élues par les autres profs, par les autres autorités administratives. Et donc, il y a comme un pacte tacite de ne pas procéder contre certains profs que toutes les élèves savent et qui même se permettent publiquement parfois d'harceler les élèves en classe, qui se cachent même pas. Donc, nous avons fait une grande campagne contre le harcèlement. Nous avons eu un événement très grand où nous avons visibilisé ça. La loi spéciale intégrale contre les violences faites aux femmes au Salvador, qu'on appelle LEIV, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, dans son article 21, établit que tous les centres éducatifs doivent avoir un protocole pour gérer les violences faites dans l'enceinte universitaire, faites aux femmes dans l'enceinte universitaire. C'est souvent les élèves. Et nous accompagnons plusieurs cas, dont un cas qui est très complexe, parce qu'il y a eu énormément de violences. Et il y a plusieurs cas où il y a plusieurs procès, même victime, même agresseur, différents délits. Le délit de coups et blessures, parce que non seulement il a harcelé ces jeunes femmes, mais il lui a volé l'argent d'une bourse qu'elle recevait
pour faire ses études. Parce qu'à une époque, l'université nationale coûtait 5 $ par mois. Donc parfois le problème, c'est que ces élèves qui sont harcelés et que personne protège n'ont pas les moyens d'aller étudier ailleurs. Alors c'est où je reste et je supporte les agressions sexuelles ou les harcèlements, parce que c'est ma seule façon de finir mes études, où j'arrête d'étudier. C'est le choix difficile qu'ont énormément d'élèves, d'étudiantes. Donc nous, on essaie de visibiliser ça énormément. On a eu des réunions aussi avec la doyenne d'humanité, parce que c'était surtout dans certaines carrières où ça se passait plus que d'autres, mais bon, ça se passe en médecine, ça se passe en théâtre, ça se passe en droit. Et donc nous accompagnons certains cas, nous faisons du litige stratégique pour des étudiantes qui ont été harcelées à l'université, et nous soutenons un cabinet, enfin, nous soutenons à travers le projet UNIDAS 2 cabinets spécialisés, mais il y a un cabinet, l'avocat s'appelle Maître Feusier, Osvaldo Feusier, et lui il a pris plusieurs cas d'harcèlement sexuel à l'université. Et on a gagné un cas cette année, et ça nous a permis aussi de visibiliser que ces personnes ne sont pas intouchables. Que si l'université ne va rien faire, Avocats sans frontières est là pour aider les étudiantes et pour dénoncer les profs qui les harcèlent et qui parfois les agressent aussi. Et donc, ça lance un message quand même que, ok, dans l'université, il y a peut-être de l'impunité, mais l'université n'est pas une entité autarkique. Je veux dire, il y a des lois qui s'appliquent. Donc, si l'université n'a pas envie de mettre des protocoles en place ou de punir les coupables ou même d'ouvrir des investigations, parce que parfois les élèves dénoncent à l'université. Ça prend beaucoup de courage pour dénoncer. Mais là, de voir qu'il y a un cas qui aboutit à une personne qui a été condamnée, ça doit aussi donner un peu d'énergie et puis de courage à d'autres victimes de dénoncer également. C'est ce qu'on cherche à travers le litige stratégique, justement, de promouvoir la dénonce, qu'il y ait plus de personnes qui dénoncent, qu'il y ait plus de personnes qui aient le courage, qui sachent qu'elles vont être accompagnées et qu'il y a une expertise aussi. Et c'est aussi un dissuasif vis-à-vis des profs et des autorités administratives, c'est pas que les profs. Donc, ça c'est un peu deux exemples, mais... Deux exemples très éloquents de tout le travail qui est fait par Avocats sans frontières Canada au Salvador. C'est absolument extraordinaire. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui voudraient aider, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment est-ce qu'elles peuvent appuyer Avocats sans frontières et ses partenaires au Salvador? J'ai entendu notre directrice générale par intérim dire faites vos dons. Nous sommes une ONG, donc nous ne travaillons pas pour le profit, nous travaillons pour aider les gens. Donc des petits dons, des grands dons, ça aide toujours. Vous savez, dans nos pays, parfois, un petit peu goes a long way, comme on dit en anglais. On peut faire beaucoup. Parce que, par exemple, parfois, ces femmes n'ont même pas les moyens de se payer de l'argent pour avoir un cellulaire, pour se communiquer avec leurs avocats ou leurs avocates. Ou elles n'ont pas des moyens pour se payer le bus pour venir visiter l'avocat ou l'avocate. Donc, on les aide aussi. On soutient l'avocate techniquement, financièrement, mais on a aussi justement cet appui psychosocial. Donc, parfois, je ne sais pas, je ne vais pas mettre un chiffre là-dessus, mais avec peu de dollars, une personne, ça peut lui changer la vie. Parce que ça peut lui donner l'accès à la justice, l'accès à un avocat, l'accès physique. Elle peut se déplacer. Par exemple, nous avons énormément de femmes au Salvador qui travaillent dans l'informalité. Qu'est-ce qui se passe parfois? Une femme nous dit, si je vais passer la matinée dans les tribunaux, je ne vais pas pouvoir vendre mes fruits au marché ou dans la rue, parce que parfois c'est aussi l'informalité vraiment précaire. Alors, je ne peux pas passer une matinée dans une audience au tribunal. Alors, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on compense. On aide cette personne, parfois on compense
l'argent qu'elle a perdu, qu'elle n'a pas gagné ce jour-là. C'est pas dans la plupart des cas, mais il y a des personnes qui ont besoin de ce type de soutien-là. Donc voilà, parfois avec quelques dollars, on peut changer la vie d'une personne. Ou aussi, nous avons un programme de volontariat qui invite surtout des jeunes professionnels qui ont une certaine expertise et un goût pour aider, de venir dans nos pays d'intervention. Au Salvador, par exemple, nous avons eu plusieurs volontaires à long terme et des volontaires à court terme aussi. Et ils ont fait un travail, ils ont fait un travail extraordinaire. Récemment, il y a eu une jeune femme qui a travaillé avec l'Institut des droits humains de l'université centra-américaine, l'université des Jésuites. Elle avait de l'expertise en matière de droits humains dans le milieu onusien. Donc, elle a aidé cette organisation pour présenter des dénonces de violations aux droits humains auprès, par exemple, du comité contre la torture. Il y a d'autres volontaires, par exemple, qui ont travaillé avec des ONG qui aident les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre pour avoir un changement de nom qui correspond à leur propre identité. Nous avons eu Juan. Et donc, tous les mandats de volontariat que nous avons eus ont été, je pourrais dire, transformateurs. Et les volontaires à court terme, si vous ne souhaitez pas vous engager 6, 7 mois, mais vous voulez venir, par exemple, vous avez une expertise particulière. Par exemple, nous avons eu une jeune Canadienne, Suzanne Zakour, avocate, féministe, qui est experte en langage sexiste. Alors ça a été très apprécié. Et elle parle très bien espagnol en plus, parce qu'elle est polyglotte. Elle est restée 1 semaine. Et toute la semaine, on s'est réunis avec les partenaires, avec les juges, avec différents avocats et avocates. Elle est allée dans les facs parler du consentement, par exemple. Personne parle du consentement au Salvador. Et il y a toute une discussion là-dessus parce que le code pénal parle de violence et pas de consentement. Donc ça, c'est une discussion qui se passe aussi en France et ailleurs dans le monde. Mais chacune de ces interventions aussi a transformé la façon comme les gens pensent et a élargi la vision. Par exemple, elle a présenté des cas canadiens et après nous avons fait un atelier avec des cas salvadoriens. Par exemple, souvent on entend dire en espagnol quand un homme, par exemple, harcèle ou agresse sexuellement une femme, on dit oh il en a fait un petit peu trop. Il est un peu coquet. Oh, c'est sa façon d'être. Les femmes, elles aiment bien se faire dire qu'elles sont belles ou enfin se faire sentir. Et en fait, Suzanne nous disait, il faut pas parler d'excès ou un égard de discernement. Il faut parler d'agression. Par exemple, elle dit notamment dans le cas des enfants, c'est pas un abus, c'est une agression sexuelle. Donc, c'est important de nommer les choses. Ah oui, et de les nommer correctement. Je pense que votre appel à l'action va être entendu. Lilia Marietta, merci infiniment pour cette entrevue. Merci surtout pour tout le travail que vous accomplissez au Salvador en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. On aimerait tant faire plus, mais bon. Vous faites déjà beaucoup. Je pense qu'Avocats sans frontières, avec son savoir-faire, nous permet de transformer la vie de certaines personnes et d'aider à ce que justice soit faite. Merci.